vous allez voir qu'on va aborder finalement des outils de soins, des méthodologies de soins, des thérapies qui sont à la fois ce qu'on peut présenter là aujourd'hui, et puis si on fait le lien avec les soins médicamenteux qui ont été proposés il y a un mois. Donc l'idée est de réfléchir un petit peu sur la notion de soin pour voir comment tout ça peut s'intégrer. Je dirais ensuite quelques mots de la question du rétablissement, qui est un paradigme qui est de plus en plus utilisé, je dirais, dans l'accompagnement des personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères, et notamment la schizophrénie. Et ça me paraissait intéressant de vous dire quelques mots de ce qu'on comprend maintenant de ce rétablissement, de la manière dont il se passe, et la manière notamment dont il est vécu par les personnes. À ce titre-là, je me dois d'excuser Noman Bati, qui est un usager bénévole qui travaille avec nous au centre hospitalier d'Erstein, et qui malheureusement a eu d'autres empêchements ce soir. Il a quand même souhaité que sa voix puisse parvenir jusqu'à vous. Il m'a transmis du coup un texte que je vous lirai, qui permettra un peu de témoigner de son parcours de rétablissement à lui, et puis aussi de son expérience, des outils alors, notamment de psychoéducation, de remédiation cognitive, dont il a pu bénéficier. Outils que je vous représenterai de façon assez générale pour ma part, et puis je laisserai le soin ensuite à Anna Simetti-Berchi de vous présenter un peu plus en détail quels sont ces outils, en reprenant les exemples qui sont mis en place aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Voilà. Alors, les dimensions du soin. Je dirais que alors une façon d'interroger cette question du soin, c'est de se dire, tiens, c'est marrant, il y a une conférence sur les soins médicamenteux, et puis il y a une conférence sur les interventions psychosociales. C'est intéressant d'interroger finalement pourquoi c'est séparé. Qu'est-ce qui fait que ça s'est séparé? Alors en anglais, moi, me vient cette distinction qui permet la langue anglaise entre ce qu'on appelle le cure et le care. Ils ont deux mots différents pour soins, qui ont une signification particulière. Le cure fait directement référence à la question de pratique curative, quand on fait lien avec la langue française, en tout cas c'est le terme curatif qui s'en rapproche le plus, et fait vraiment référence à l'aspect médical, je dirais, le plus technique, tel qu'on peut le voir dans les hôpitaux de nos jours, tel qu'il s'est développé en tout cas au cours du XXe siècle, avec, je dirais, une connaissance du corps humain qui s'est extrêmement affinée, extrêmement approfondie au cours de ces dernières années, avec une spécialisation aussi qui s'est faite de plus en plus importante, parce qu'il devenait compliqué pour un médecin de tout savoir, d'avoir l'étendue des connaissances sur l'ensemble du corps humain, et donc une spécialisation très importante. Avec une recherche au premier plan d'une efficacité, c'est-à-dire qu'on est là, finalement, c'est le soin qui est vraiment centré sur la maladie et son traitement. À côté, le care va plus associer les notions finalement d'axer la question du soin, de voir le soin comme une relation. En tout cas, de ces aspects, mettre l'accent sur les aspects relationnels du soin, sur ses aspects éthiques. On pourrait même dire sur ses aspects politiques, par rapport à un certain développement philosophique de la deuxième moitié du XXe siècle et du XXIe, sur finalement le soin qui est représenté comme un accompagnement, et qui va être là beaucoup plus centré sur la personne que sur la maladie. Alors on peut se dire, voilà, on a fait les soins médicamenteux, c'est le PE, et là aujourd'hui l'intervention psychosociale, c'est le care, c'est une façon finalement assez caricaturale. Et je vous propose de réfléchir sur 2-3 phrases que vous avez peut-être déjà entendues, vous avez peut-être même déjà prononcées vous-même, pour essayer de mettre un petit peu, de bousculer un petit peu cette représentation qu'on pourrait avoir, je dirais, de la question du soin. Alors, la première que je vous propose, c'est: j'ai revu mon chirurgien, il va bien l'opérer, mais alors qu'est-ce qu'il est désagréable. Il paraît que c'est le meilleur dans sa spécialité, mais je n'irai plus le voir car je n'arrive pas à avoir confiance. Il n'a pas fait grand-chose, mais j'ai pu parler, ça m'a fait du bien. Et puis, avec mon médecin, on s'entend bien, mais quand j'ai quelque chose de grave, je vais voir ce qu'il m'a fait. Voilà, ça c'est des phrases, alors voilà, que moi j'ai pu entendre, ou j'ai peut-être transformé, ce ne sont pas des citations exactes,
mais qui montre bien que, je dirais que probablement, il y a toujours une double attente, hein, à la fois de cure et de care. On n'est jamais dans une attente isolée d'un accompagnement. Je dirais, quand on va voir le médecin, bien sûr, on a envie à la fois qui nous traite comme une personne et à la fois qui traite notre conduite. Hein. Je dirais qu'il y a ces deux dimensions, je pense, qui sont toujours liées, qui peuvent être plus ou moins importantes. Hein. C'est sûr, quand on arrive aux urgences, suite à un accident grave, quand on arrive, voilà, peut être plus dans un attente d'efficacité, que le personnel soit agréable, parce qu'il a l'air assez débordé en ce moment et ça a l'air d'être compliqué pour eux. Et dans d'autres situations, hein, on a plutôt envie que le médecin prenne le temps, qu'il puisse être à l'écoute, et qu'on n'ait pas forcément une recherche de réponse immédiate, concrète, technique à ce qu'on va lui proposer, mais plus un accompagnement, une relation, une recherche que finalement, un bien-être, hein, qui peut être véhiculé par cette relation. Et je dirais que finalement, on est dans deux pôles du soin. Hein, et en ce qui nous concerne plus précisément, on a pu voir dans la conférence du 17 mai avec M. Javelot et M. Bernard que assez rapidement, finalement, alors certes, on a parlé du traitement, hein, qui est un peu en psychiatrie, je dirais, un des aspects les plus techniques, en tout cas, qui représente cette médecine curative comme on a pu la définir. Et en même temps, si cette prescription de traitement, hein, si ce bon choix de traitement, qui est l'aspect technique de la prescription, ne s'accompagne pas d'une implication de la personne sur ce choix de ce traitement, si on n'accompagne pas ça, je dirais, d'une relation humaine entre deux personnes qui vont discuter d'un traitement et essayer de collaborer autour du traitement d'une maladie, on sait très bien que le traitement va soit être très mal vécu, soit être vite arrêté, et au final ne pas être très utile. Et à l'inverse, hein, dans ce qu'on va vous présenter ce soir, si effectivement les interventions psychosociales, que ce soit les thérapies psychologiques, que ce soit les accompagnements médico-sociaux, que ce soit, je dirais, de manière généralement, l'accompagnement vers le rétablissement, est quelque chose qui se fonde en premier lieu sur la relation entre deux personnes, c'est le point de départ. C'est des approches qui se nourrissent aussi énormément, hein, de connaissances scientifiques, d'aspects techniques, et qui permettent d'enrichir cette relation et, je dirais, de l'amener à quelque chose qui ait du sens sur cette dimension du cure et du corps. Hein, donc c'est voilà, une petite introduction en tout cas qui permet de ne pas opposer, hein, les deux approches qu'on a pu voir le 17 mai dernier et puis ce soir, et de bien se rappeler que c'est des choses complémentaires, qu'il y a toujours, à mon sens, je peux me tromper, cette double attente en tout cas, d'un soin qui soit efficace, mais d'un soin qui soit accompagnant et d'un soin qui soit une relation humaine satisfaisante. Alors, pourquoi du coup je vais dire quelques mots du rétablissement, c'est que je pense que ces dernières années, on a un paradigme, en tout cas en psychiatrie, et plus particulièrement pour les situations des personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères et qui vivent avec une schizophrénie, qui permet de tenir ensemble, hein, je dirais, ces deux dimensions du soin. Alors, la question du rétablissement, je dirais dans un premier temps, elle était vue, enfin dans un premier temps, ou en tout cas, elle peut être vue dans la vision très médicale justement du soin, comme un résultat. Hein, de se dire, le rétablissement, c'est une rémission clinique, c'est une insertion socio-professionnelle de qualité, et puis tout ça sur une durée suffisamment longue pour se dire, oui, cette personne est rétablie. Hein. C'est une définition qui est intéressante, qui, je pense, ne doit pas être écartée, malgré son côté un peu caricatural, mais qui permet derrière quand même d'avoir une réflexion pour des études, hein, à long terme, des choses comme ça. Enfin, je pense que ça a son utilité. En pratique, on s'aperçoit que ce qui nous est vraiment utile pour accompagner les personnes, c'est de voir le rétablissement comme un processus. Je reprends ici la définition de Patricia Degan, je ne sais pas si c'est quelqu'un dont vous avez entendu parler, hein, elle est psychologue aux États-Unis, elle vit elle-même avec une schizophrénie, et donc du coup elle raconte son rétablissement. La définition qu'elle donne est la suivante: c'est une attitude, une façon d'aborder la journée. Cela signifie que je sais que j'ai certaines limites, mais plutôt que de laisser ces limites être une occasion de désespoir, j'ai appris qu'en sachant ce que je ne peux pas faire, je m'ouvre aussi aux possibilités liées à toutes les choses que je sais faire. Je dirais qu'on est vraiment dans
cette idée un petit peu du dépassement, hein, du constat de la maladie, des incapacités, des obstacles qu'elle peut apporter, et de se dire finalement, c'est pas quelque chose de rédhibitoire, c'est pas quelque chose de forcément péjoratif pour mon avenir, et il y a quand même des choses, plein de choses que je peux faire malgré ça. Si Neumann était avec moi, voilà, hein, c'est son message principal à chaque fois quand on fait une intervention, c'est de dire c'est porter l'espoir en tout cas qu'on puisse aller. La deuxième dimension, alors là on utilise de nouveau un terme anglais qu'on a du mal à traduire en langue française, hein, qui est l'empowerment, qui est finalement une reprise, hein, du pouvoir d'agir, hein, pouvoir d'agir sur sa maladie, mais voilà, en premier lieu, mais sur sa vie en général. Hein, c'est-à-dire que l'arrivée de la maladie peut donner le sentiment qu'on est dans une incapacité à agir, qu'on ne peut plus rien faire, que d'autres décident pour nous, que ce soit les proches, les médecins, ou qui sais-je. Et je dirais que le processus de rétablissement va impliquer qu'on retrouve, hein, le sentiment de contrôle sur sa vie autant que possible. La troisième dimension, hein, qui est en lien avec les deux autres, c'est la question de la responsabilisation. Hein, c'est à un moment donné de se dire, c'est pas parce que j'ai une maladie que je suis un enfant, c'est pas une maladie que je suis quelqu'un finalement avec qui on ne va plus pouvoir discuter des décisions qu'il peut prendre pour sa vie. Hein. Et donc l'idée c'est de nouveau se sentir responsable, parce qu'il y a aussi des mécanismes de baisse de l'estime de soi, etc., qui interviennent, qui favorisent ce sentiment qu'on ne peut plus être responsable de sa vie en quelque sorte. Et donc l'idée c'est de pouvoir vraiment favoriser de nouveau ce sentiment qu'on peut être responsable de sa vie, de ses choix, même si ils sont peut-être en opposition avec ce que certaines personnes de l'entourage peuvent penser. Et puis ce qu'on voit, hein, finalement, le processus qui va un petit peu rassembler tous les autres, hein, ce qu'on voit c'est que finalement il y a une redéfinition de l'identité, hein, qui se fait, c'est-à-dire que finalement le fait de traverser un trouble psychique, traverser la schizophrénie, mais ça on revoit pour d'autres troubles somatiques, notamment des troubles chroniques comme les cancers, comme d'autres choses de ce type-là, va changer finalement la perception qu'on a de soi, la définition qu'on va donner de soi, va probablement changer des valeurs. Hein. Ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il y a certaines personnes qui finissent par se dire, finalement grâce à la maladie, je suis devenu une personne que j'apprécie réellement et que j'apprécie peut-être plus que la personne que j'étais avant les troubles. Hein. Et ça, je trouve que c'est... Je dirais quand les personnes arrivent à ce stade-là, généralement de rétablissement, c'est que c'est, je dirais qu'on est sur la bonne voie. Hein. Alors, par rapport à ça, hein, on a pu identifier ces 4 dimensions sur le rétablissement. On a pu aussi identifier que ça fonctionnait par étapes. Hein. Alors, je vais vous les présenter de façon linéaire. Dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des allers-retours, voilà, on change un petit peu d'étape en fonction des circonstances de vie, en fonction de l'évolution de la maladie, en fonction de tout un tas de facteurs. Voilà, pour la présentation, bien sûr, c'est plus simple de vous les présenter de façon assez linéaire et assez fluide. La période du moratoire, hein, c'est la période, je dirais, de désespoir, hein, où finalement on n'envisage pas que le rétablissement est possible, et d'une certaine manière, c'est quelque chose qui est repoussé à plus tard, hein, de fait. Et du coup, la deuxième étape, qui est, on va dire, la première, qui est l'étape 1, hein, si on considère que le moratoire est l'étape 0, la prise de conscience, c'est de dire, oui, ok, je peux me rétablir, je peux aller mieux, c'est pas parce que j'ai cette maladie, c'est pas parce qu'on m'a diagnostiqué une schizophrénie que ma vie est foutue, il y a peut-être des choses que je peux faire, il y a peut-être des choses qui peuvent avancer. La troisième étape est celle de préparation, hein, où finalement on se rend compte que les personnes prennent du temps pour se dire comment je vais organiser les choses, qu'est-ce que je vais utiliser comme ressources autour de moi, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour me permettre de me rétablir. Hein, donc ça c'est, je dirais, en quelque sorte un peu l'élaboration du projet de vie par exemple, hein, qui peut être là, de dire tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, vers quelle direction je vais aller, en fonction de comment je me connais, en fonction de comment je suis actuellement, et d'aller vers vers la réalisation, hein, c'est-à-dire la mise en place du coup de ces actions, de ces changements, de ces
personnes de se sentir plus rétablies. Et puis je dirais qu'il y a une certaine phase, une fois que les personnes ont mis en œuvre les choses pour leur permettre d'être rétablies, de développement, c'est-à-dire que d'une certaine manière, c'est le développement personnel qu'on a tous, par rapport à cette question de la définition d'identité. Je vous rappelle, en tout cas, on change tous, on a tous une identité qui évolue au cours de la vie, et parfois on ne s'en rend pas compte, et quand on connaît des événements de vie difficiles, tels que l'apparition d'une schizophrénie, peut-être que c'est des moments qui mettent un peu plus en tension les choses, qui vont peut-être beaucoup plus brouiller les choses, et qui fait qu'on se rend beaucoup plus compte qu'on est en train de changer d'identité. Mais néanmoins, changer d'identité au cours de sa vie, c'est quelque chose d'habituel. Et le développement, c'est le repris finalement de ce cours un peu plus habituel du développement personnel que vous connaissez peut-être par ailleurs, pour lequel il y a une petite définition. Voilà un petit peu sur la question du rétablissement, présenter une question assez brève. L'idée est maintenant de vous présenter un petit peu le cadre général des interventions orientées vers le rétablissement. Alors les premières interventions, c'est toutes les interventions qu'on regroupe sous le terme de réalisation psychosociale, qui est l'appellation assez commune en tout cas des centres qui vont pratiquer finalement tout un tas d'activités thérapeutiques, de thérapie, qui permettent de renforcer les capacités des personnes, les capacités qui ont pu être altérées par la maladie. L'idée, c'est de proposer des groupes qui permettent de renforcer ces capacités-là. Que ce soit sur la cognition, avec la remédiation cognitive, que ce soit sur la gestion de la maladie, la connaissance, la gestion de la maladie, avec tout ce qui est psychoéducation, sur la vie quotidienne, sur les habiletés sociales. Le deuxième type d'intervention qui sont orientées rétablissement et qui là du coup s'éloignent du champ sanitaire strict, sont toutes les interventions qui vont viser à l'inclusion sociale des personnes. On sait que au-delà des conséquences, je dirais, personnelles de la maladie, il y a tout un tas de conséquences sociales du trouble que les personnes expérimentent au quotidien, et c'est important d'agir finalement sur l'environnement pour qu'il y ait de nouveau une inclusion possible de ces personnes, que ce soit sur la question du logement, sur la question du travail ou sur la question de la formation, comme ça a été évoqué avec la mission handicap de l'université. Ça, c'est à différents niveaux, c'est à la fois tout le médico-social qui va intervenir de façon personnelle, et puis après il y a tout ce qui est politique générale autour de la question du handicap, autour de la santé mentale. Il y a la troisième chose qui est extrêmement importante, parce que c'est probablement le levier, ou un des leviers quand même les plus importants pour favoriser le rétablissement, qui est tout le développement de la pérédance. La question de la pérédance, c'est quelque chose de très général, qui n'est pas spécifique à la santé mentale, mais c'est l'idée de pouvoir s'entraider entre elles, et de pouvoir faire émerger ce qu'on appelle l'expertise d'expérience, qui est de se dire finalement les personnes qui vivent avec cette maladie, ils ont une connaissance de la maladie qui est intime, qui leur est propre, et que probablement ils ont plein de bonnes idées en fait, et c'est pas probablement, c'est ils ont plein de bonnes idées sur comment gérer cette maladie au quotidien, parce que les traitements ont leurs limites, les interventions psychosociales qu'on peut proposer ont aussi leurs limites, et du coup il y a tout un tas de choses en tout cas qui peuvent être, je dirais, partagées, exprimées, et qui permettent de favoriser là aussi le rétablissement. Et je dirais que la question de la pérédance, de voir quelqu'un en tout cas qui a pu se rétablir, et de se dire, de rencontrer, en tout cas, on voit l'effet que ça peut avoir, de permettre des rencontres entre personnes rétablies et des personnes qui sont peut-être pas encore conscience, ou qui commencent à avoir conscience que peut-être le rétablissement est possible. C'est un effet de levier qui est extrêmement puissant. Il y a actuellement deux formes, je dirais, institutionnalisées en France de cette pérédance. Il y a les groupes d'autosupport, que sont les groupes d'entraide mutuelle. Il y en a 2 sur Strasbourg, il y en a un sur
Célestat, il y en a un sur Saverne aussi, je crois. Il y en a 5 dans le département. 5 sur le département, c'est ça. Et puis, il y a la médiation en santé. Donc là, c'est des postes de médiateurs en santé pair qui sont créés dans les hôpitaux. Pour l'instant, sur le département, il y a juste l'EPSAN qui a ouvert un poste de ce type. Ça sont les formes, je dirais, institutionnalisées qui sont bien connues. Il y a d'autres formes qui se développent de pair aidance. Voilà, on peut citer l'association Jeff, par exemple, sur Strasbourg, qui met en place un processus innovant d'aide à la sortie, je dirais, des personnes de sortie d'hospitalisation. Et je dirais que c'est un champ qui reste encore à beaucoup d'innovations qui me paraissent possibles dans tous les cas. Voilà, juste pour reprendre sur la question de la réhabilitation psychosociale, sur la manière dont nous on travaille, en tout cas au centre hospitalier d'Erstein, mais qui est on a copié-collé sur la manière dont les autres centres travaillent en France et dans les autres pays. Juste reprendre un petit peu le parcours, comment on se passe sur un parcours de soins en réhabilitation psychosociale. Bon, évidemment, il y a une première rencontre. Alors, il y a toujours la question de l'adressage, par qui on peut être adressé. Alors ça, on n'est pas encore très coordonné, je dirais, au niveau des différents centres, mais ça va venir prochainement, on y travaille. Je pense que le plus simple, ça reste quand même d'en parler soit à son médecin, soit à l'équipe infirmière, de suivre, soit effectivement d'appeler les établissements, en tout cas pour prendre des informations. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à essayer d'être proactif. Après, pour l'instant, c'est une offre de soins qui est encore limitée, donc c'est peut-être pas, il y a peut-être un peu de délai d'attente, mais en tout cas, l'idée c'est d'arriver déjà à cette première rencontre avec un centre qui pratique la réalisation psychosociale. Au départ, il y a vraiment une évaluation qui est centrée sur les ressources et les projets de la personne. L'idée, en tout cas, c'est de plus en plus d'être dans une évaluation, pas des difficultés, pas de ce qui ne fonctionne pas, etc. Parce que ça, généralement, ça a été largement évalué par ailleurs. Mais l'idée, c'est de pouvoir nous mettre l'accent sur les ressources, sur ce qui existe de positif, finalement, dans la vie des personnes actuellement, et sur ce point, on va pouvoir s'appuyer pour leur permettre de se rétablir. Et ça, c'est souvent des phases assez intéressantes. Les gens se redécouvrent finalement toutes les ressources qu'ils ont, qui peuvent avoir un petit peu cachées finalement par les difficultés qui sont souvent très présentes. C'est comme les informations du 20h, on parle surtout de ce qui ne va pas et moins de ce qui va. Et ça fait du bien parfois de reparler de ce qui va. Ça permet de s'engager un peu plus facilement sur le parcours de rétablissement. À partir de ça, l'idée c'est d'élaborer le projet de soins, et de mettre en place ensuite les différentes interventions. Ces interventions, il y a différents types d'interventions qui peuvent être proposées. Là, je parle dans un cadre un peu général. Là encore, ça va dépendre un peu de certains centres, des centres plutôt axés sur les interventions individuelles, c'est-à-dire un accompagnement de la personne, pas forcément au quotidien, mais en tout cas de semaine en semaine pour l'accompagnement sur les projets, sur la réflexion, sur tiens, il faut que j'ai envie de retrouver un emploi, mais il faut que je m'inscrive à la mission locale, je suis un peu anxieux, ok, on va y aller ensemble, ou on prépare l'entretien, etc. Donc, toutes ces choses, accompagnement concret dans les projets. Et puis les autres interventions qui sont proposées, qui seront un peu plus détaillées tout à l'heure, sont les interventions globales, que j'avais détaillées assez rapidement, mais globalement, il y a, je dirais, les interventions qui sont centrées sur la psychoéducation, c'est-à-dire finalement donner des connaissances, permettre de connaître déjà, d'avoir un peu une connaissance académique. Je dirais qu'il y a deux processus là-dedans, dans la psychoéducation. Il y a d'une part avoir un apport sur les connaissances académiques sur la schizophrénie, mais aussi pouvoir faire émerger cette expertise et expérience dont je parlais tout à l'heure dans un groupe. Je pense qu'il y a vraiment ces deux dimensions qui sont extrêmement importantes à favoriser dans ces ateliers de psychoéducation. Et puis après, il y a les ateliers plus de remédiation cognitive qui vont travailler donc, sur les troubles cognitifs qui sont très fréquents finalement dans la schizophrénie et qui sont en fait responsables d'une bonne partie du handicap et sur lesquels c'est extrêmement important de travailler à côté
souhaité travailler sur les symptômes ou sur les autres aspects de la maladie. Et puis l'idée, c'est toujours d'évaluer ces interventions, toujours faire un point régulièrement, à mi-parcours, en fin de parcours. Est-ce que finalement les projets que vous aviez au départ, est-ce que ça a été rempli? Est-ce que les objectifs qu'on s'était fixés, est-ce qu'on a répondu à ça? Est-ce qu'on a répondu à vos attentes? Est-ce que finalement en cours de route, il y a eu tel événement qui fait que le projet a changé? Donc dans ce cas-là, il faut réorienter un petit peu les interventions. L'idée, c'est d'avoir toujours cette pratique très réflexive autour de l'accompagnement pour toujours être au plus près des attentes, des besoins, des projets de la personne qu'on veut. Voilà, alors en Alsace, je cite assez rapidement en tout cas les centres, hein, c'est pas très compliqué, il suffit de prendre une carte des hôpitaux où vous avez de la psychiatrie dedans, et globalement tous les hôpitaux commencent maintenant à proposer quand même des outils de réalisation psychosociale, même si c'est pas encore très bien structuré. Sur le Bas-Rhin, en tout cas, il y a l'EPSAN avec notamment l'équipe de réalisation intersectorielle ambulatoire qui est dirigée par le docteur David Aizele, qui intervient du coup sur la partie nord, l'Eurométropole, sur Molsheim, la vallée de Schirmeck. Voilà, sur le Nord-Alsace, c'est pas encore bien développé pour l'instant. Sur Strasbourg, il y a les hôpitaux universitaires de Strasbourg, avec le centre expert, mais aussi l'hôpital de jour qui propose des approches de ce type-là. Sur le centre hospitalier d'Erstein, il y a notre équipe d'appui au rétablissement, qui je dirais, est née pour l'instant. Je travaille dans le secteur qui s'occupe en fait de toute la partie sud du département, d'Erstein en fait à Sélestat. Mais du coup, on est en train de travailler aussi pour que les personnes qui sont suivies entre Erstein et puis le sud de Strasbourg, la partie sud de Strasbourg, puissent aussi être pris en charge. Et puis après, sur le Haut-Rhin, je ne sais pas si les personnes du Haut-Rhin ici, il y a le centre hospitalier de Roufac, notamment le pôle 8-9 du docteur Duval, qui a une prise en charge en réalisation psychosociale. Ce sera un fonctionnement global. Finalement, il y a tout un tas de petits processus qui fonctionnent ensemble et qui nous permet d'avoir une pensée qui nous permet d'agir au quotidien. Dans la schizophrénie, il y a 3 grands domaines qui sont généralement impactés. Ce sont les capacités attentionnelles, c'est-à-dire la capacité à se concentrer sur quelque chose et à mener une tâche finalement au bout. Il y a les capacités de mémoire, de retenir les informations et de pouvoir les restituer au bon moment. Et puis, il y a aussi les capacités, ce qu'on appelle les capacités exécutives. Ça, c'est toutes les capacités qui nous permettent à organiser notre action. Et en fait, ça, maintenant qu'on a une bonne connaissance, c'est là où je disais finalement que la connaissance scientifique permet de nourrir la question de l'accompagnement, c'est que maintenant qu'on connaît précisément, on sait les évaluer précisément, et on sait, alors il y a 2 approches par rapport à ça, il y a des approches groupales, où d'une certaine manière on fait un programme qui, on espère, convient au plus grand monde, et permet en fait un travail de stimulation, parce qu'en fait on conserve une certaine plasticité cérébrale, d'une part avec l'âge, mais aussi avec la maladie, et qui permet du coup de réentraîner certaines fonctions. Alors, soit de réentraîner la fonction lésée, soit de faire des tours par d'autres fonctions qui permettent finalement d'arriver au même résultat. Donc ça, c'est des groupes qui sont proposés. Il y a différentes, comme je disais, différentes approches. Il y a des approches aussi plus individualisées pour des situations peut-être un peu plus spécifiques. C'est des choses qui demandent du temps. Par exemple, on propose un programme dont l'acronyme est IPT. C'est un programme qui se déroule en 9 mois. C'est 2 séances de 2 heures à peu près par semaine. Donc c'est quelque chose qui demande du temps, mais en tout cas c'est possible. Ça me fait penser que je vais quand même lire ce que Roman avait proposé, parce que du coup il parle aussi un petit peu des bénéfices que peut y avoir sur la remédiation cognitive, puis on reprendra les questions juste après. Voilà, il avait écrit comme s'il était là. Bonjour, je suis bénévole au centre hospitalier d'Erstein et travaille avec l'équipe d'appui au rétablissement. Je vais vous présenter mon parcours et mon expérience de rétablissement. Pour commencer, j'ai eu une enfance difficile, j'ai été placé par la place. Ma maladie a été diagnostiquée à l'âge de 23 ans, mais j'avais déjà des suivis depuis l'âge de 8 ans et j'ai été hospitalisé pour la première fois à l'âge de 17 ans.
Je me suis rendu compte à ce moment que j'avais eu des symptômes de la schizophrénie depuis longtemps. Durant cette période, j'ai vécu à la rue et dans différents foyers. J'ai connu encore plusieurs crises et plusieurs hospitalisations par la suite jusqu'à ce que j'intègre une résidence et rencontre un psychiatre qui trouve un traitement qui me stabilise et me prescrit les infirmiers à domicile pour gérer les crises. Pendant les 3 ans où je vis dans cette résidence, je fais de la psychoéducation et de la remédiation cognitive, ce qui me permet de mieux comprendre, analyser et gérer la maladie, ce qui n'était pas le cas avant. Je suis aujourd'hui suivi par l'équipe d'appui au rétablissement avec laquelle nous trouvons, cherchons et travaillons sur la meilleure façon d'aider les personnes atteintes comme moi de schizophrénie. C'est gratifiant de voir les avancées, aussi minimes soient-elles, mais sur la bonne voie, pour faire changer la façon de voir la maladie mentale auprès du public. Mes futurs projets sont de devenir formateur permanent, mais aussi de continuer à travailler dans le métier du bois, le bûcheronnage. L'approche par rétablissement m'a permis de croire en mes rêves, alors que l'approche purement biomédicale ne m'a pas permis de faire ce pas en avant. Elle ne prend pas en compte notre expertise, notre personnalité, notre liberté, et se base uniquement sur les symptômes et les traitements. Pendant mes sollicitations, on ne m'a pas parlé de rétablissement des espoirs. On vous dit que vous êtes schizophrène et ça vous bloque dans vos projets, la recherche d'un logement, d'un travail. Aujourd'hui, j'y crois. Il est possible que je sois à nouveau hospitalisé, que je sois de nouveau en crise. Il est possible qu'en chemin, je prenne un mauvais détour, mais qui d'entre vous ne l'a jamais fait? Voici mon vécu, mon expérience. Je voudrais dire que notre maladie n'est pas incurable, elle peut se soigner avec la famille, les amis, le personnel du corps médical et bien évidemment nous-mêmes. Alors, après, il avait préparé deux petites choses effectivement plus spécifiques sur la psychoéducation et la remédiation cognitive. Durant la psychoéducation, j'ai eu des informations générales sur ma maladie et ses traitements. Cela m'a permis de mieux me comprendre et davantage m'en. J'ai pu témoigner autour de mon vécu pour partager mon expérience personnelle avec les autres. Nous avons aussi abordé le rétablissement, ce qui m'a permis de mieux identifier mes capacités et avoir ainsi une vie plus épanouissante. Pendant la remédiation cognitive, nous avons fait plusieurs exercices. J'ai pu entraîner ma mémoire, ma concentration, mon raisonnement, mais aussi ma communication et la compréhension des autres. Les jeux de rôle que j'ai effectués en séance m'ont permis de réaliser les objectifs dans mon quotidien. J'avais des difficultés à sortir de la résidence, à faire mes courses, à parler aux autres, ce qui n'était plus le cas après la remédiation. J'ai une meilleure image de moi-même et j'ai amélioré ma qualité de vie. Juste par rapport à ce témoignage, l'idée c'est quand même toujours de faire le point avec un projet, un objectif par rapport à ces outils-là. C'est-à-dire que l'idée c'est le plus possible d'essayer de corréler ça, de pas, c'est-à-dire que sur les... c'est un peu caricatural, ce qui a pu être fait en tout cas par le passé, qui était assez caricatural, c'est que finalement les personnes, après un groupe, réussissaient bien mieux les tests neuropsychologiques après le groupe qu'avant, mais améliorer aucunement leur qualité de vie. L'idée c'est de faire des programmes qui permettent bien sûr d'abord définir les objectifs de vie et de se dire pourquoi je vais faire ce groupe, pourquoi je vais améliorer dans ma vie quotidienne, et de trouver ensuite, je dirais, les troubles cognitifs qui sont des obstacles à ça, et la manière de remédier à ces troubles cognitifs pour permettre que l'objectif soit rempli. Du style sortir de la résidence où j'habite pour faire mes courses. Ça, c'est le type d'objectif qu'on peut avoir. Oui. Et pour revenir sur ce que vous avez dit, qui était très bien dit, sur le care, le relationnel. Quand on guérit d'une angoisse, pourquoi la plupart des médecins disent qu'on ne peut pas guérir d'une schizophrénie? Alors, l'angoisse peut être présente dans la schizophrénie, mais peut être présente aussi dans d'autres pathologies. Donc ça, c'est, je dirais que c'est compliqué de répondre comme ça à votre question. Et sur la question de la guérison de la schizophrénie, c'est une question qui est effectivement complexe, dans le sens où c'est compliqué d'avoir des données extrêmement fiables sur le nombre de personnes qui effectivement guérissent de la schizophrénie, dans le sens où à une certaine période de leur vie, effectivement, elles n'ont plus besoin de traitement, ils ne refont plus d'épisodes de décompensation, ils n'auront plus quasiment plus de symptômes. Alors effectivement, ça c'est ce que je disais, c'est que par contre, effectivement, il y a une représentation comme quoi la schizophrénie est un trouble qui ne guérirait pas et qui nécessiterait un traitement à vie. Ça, c'est, il y a des études effectivement qui montrent que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, et qu'il y a certaines formes effectivement où le traitement n'est plus, peut ne plus être pris finalement au bout d'un certain temps, et où il y a un arrêt du suivi, et où finalement la personne n'a plus besoin de soins jusqu'à la fin de sa vie. Mais est-ce qu'une angoisse est une maladie? L'angoisse, c'est un symptôme qu'on retrouve dans les troubles psychiques, en fait.
Après, il y a certains, ce qu'on appelle les troubles anxieux, qui sont vraiment des troubles où l'angoisse est au premier plan. Maladie, ça peut être considéré comme quelque chose qui nous fait du mal. En fait, le mal a dit que ça nous fait du mal. Donc une angoisse peut être considérée comme une maladie dans ce sens-là. Éventuellement, oui, après, ça peut être source de souffrance dans tous les cas. Il y a encore une question ici. Oui. Oui, vous nous parlez d'un certain établissement qui aboutirait au fait qu'on n'a plus besoin de prendre de médicaments. Alors je voulais justement vous demander ce que vous pensez de certaines expériences étrangères qui ont une certaine traduction en France maintenant, et notamment le rétablissement selon un psychiatre, elle-même schizophrène, et qui consacre sa vie justement au rétablissement, mais à un rétablissement qui, d'après ce que j'ai compris, va plus loin que la réhabilitation psychosociale parce qu'il ne s'adresse pas aux conséquences de la schizophrénie, mais bien à la maladie elle-même. Et ce serait le rétablissement selon le docteur Patricia Digan. Alors ça a déjà une certaine traduction en France, mais j'ai du mal à trouver des praticiens qui appliquent ce rétablissement-là, qui s'applique donc à la maladie et pas seulement à ses conséquences. C'est un psychiatre américain. Oui, c'est une psychologue américaine, effectivement, qui dirige un centre de réhabilitation et qui effectivement développe beaucoup de choses effectivement autour du rétablissement. Alors, moi, quand j'envisage le rétablissement, c'est le rétablissement à la fois de la maladie et à la fois des conséquences, en fait. C'est quelque chose de très global. Quand vous parlez de réhabilitation cognitive, c'est une réhabilitation des conséquences simplement. Mais selon le docteur Patricia Digan, le rétablissement s'appliquera à la maladie et aboutir au fait qu'on n'a plus besoin de prendre tous les alors ça c'est peut-être d'autres approches, effectivement. Alors peut-être plus sur les approches notamment de thérapie psychologique, sur toutes les approches de gestion de symptômes qui peuvent exister. Et qui là vont s'adresser directement effectivement aux symptômes de la maladie. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de groupes aussi un groupe que Anna vous présentera par exemple sur les émotions positives qui visent effectivement à certains symptômes comme le manque de plaisir, le manque de motivation qu'on peut retrouver dans cette pathologie. Alors après, effectivement, le modèle peut-être qui est développé par Patricia Digan de façon exacte dans ses centres de réhabilitation, je ne suis pas sûr qu'il ait trouvé de traduction exacte en France. Après, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de différences que ça, mais là, c'est possible que je n'ai pas forcément connaissance exactement des programmes. Et c'est ce que j'essaie de vous raconter. Donc, la partie dont moi je vais plus vous parler concerne une partie plutôt très application pratique de tout ce que Dr. Roy nous a présenté tout à l'heure. Et je vais vraiment cibler la présentation sur la partie des interventions psychosociales orientées à l'établissement, mais dans un champ un peu plus orienté, lecture TCC, qui est l'acronyme des thérapies cognitives et comportementales. Donc, les 3 points dont je vais vous parler sont ceux qui sont affichés derrière moi. Donc, très rapidement, quelques illustrations pour vous dire qu'est-ce que c'est la TCC. C'est un acronyme que l'on entend beaucoup parler de ça. Juste quelques indications très rapidement. Ensuite, je vais là aussi très rapidement dresser une lecture TCC, si on veut dire ça comme ça, de la schizophrénie, les troubles psychotiques. Et la plus grande partie de ce que je vais vous raconter sera dans la troisième partie, qui est consacrée à la présentation un peu plus dans le détail de 5 exemples de groupes spécifiques que nous proposons ici à Strasbourg, pour vous donner à la fois principalement une illustration un peu concrète de comment on peut aborder dans le détail des interventions ciblées sur des problématiques qui apparaissent chez les personnes qui ont cette difficulté dans la vie. Donc, très rapidement, d'abord, je ne vais pas commenter dans le détail ce schéma, c'est juste pour vous donner une représentation globale que dans le champ des TCC, ce qu'on fait, c'est qu'on part du postulat scientifique qui montre qu'au fond, l'expérience humaine est une combinaison de facteurs qui sont en interaction. Alors, je ne sais pas faire les jolis dessins qui bougent et qui montrent que c'est dynamique, donc j'ai fait avec des roulettes de mécanismes qui sont figées sur la diapo, mais qui sont en fait en mouvement constant.
où il y a une interaction permanente entre ce qui se passe dans le quotidien, événement après événement, ce qui se passe dans la tête, donc les pensées, les images qu'on peut avoir, des pensées qu'on arrive à se représenter, identifier, puis celles qui sont dans notre tête, mais on n'a pas accès, auxquelles on n'a pas directement accès de façon consciente, et ce qui va y avoir comme conséquence au niveau de ce qui est éveillé chez la personne en fonction de ce qu'est la pensée, de la situation qu'il y a eu, de l'émotion qui va avec et de ce qui se passe au niveau du comportement et de l'action. Donc l'idée c'est de, je ne vais pas vous assommer avec de la théorie, c'est vraiment juste de se représenter qu'au fond on a cette lecture que chaque événement, chaque situation dans le quotidien, jour après jour, moment après moment, à chaque étape de la vie, va être une combinaison de ces facteurs qui interagissent les uns sur les autres, à la fois de situations concrètes dans la vie de tous les jours, ce qui se passe au niveau de la tête et les représentations qu'on va avoir, et les émotions que cela suscite chez nous, et bien sûr tout ce qui est ce qu'on appelle en langage technique les réponses comportementales, en tout cas les actions qu'on fait ou qu'on ne fait pas, puisque bien sûr, vous le savez mieux que moi, parfois il y a des choses qu'on fait et on peut être plus ou moins content avec ce qu'on a fait après coup, et puis la faute d'autres fois, c'est justement le défaut d'action qui peut être source de problèmes. Dans le champ spécifique des troubles psychologiques, des troubles psychiatriques, de la maladie mentale ou psychique, appelons ça de différents termes, ce qu'on constate, c'est qu'il peut y avoir des pannes qui se produisent à différents niveaux dans ces trois grands chapitres. Il peut y avoir des connexions qui se font mal entre la réponse au niveau du comportement, la réponse au niveau de l'émotion, ce qui se passe dans la tête, des mécanismes qui viennent brouiller un peu le message, qui viennent donner des lectures particulières à la situation, qui viennent colorer nos pensées ou qui viennent colorer nos émotions ou nos réactions dans l'action, qui vont faire que finalement notre fonctionnement quotidien va être plutôt adapté et fonctionnel, ou au contraire compliqué et difficile. Donc ça c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière dans les TCC, puisqu'on va venir intervenir dans ces différents chapitres. Alors, qu'est-ce que c'est la TCC effectivement? Donc c'est une forme de psychothérapie. Je pense que vous avez un son. C'est une forme de psychothérapie dont j'ai mis ici quelques idées génériques qui sont donc une forme de psychothérapie qui est active et qui est optimiste. Optimiste vraiment dans le sens de ce que décrivait Benoît Brun tout à l'heure, dans le sens qu'on cherche à identifier ce qui est compliqué et surtout on cherche à identifier ce vers quoi on souhaite aller et à identifier les obstacles qui se dressent sur le chemin. Donc avec l'idée que les personnes qui viennent consulter se retrouvent dans des situations de vie où l'optimisme est un petit peu parti, un petit peu écorné et abîmé, où l'activité est difficile. L'idée, c'est de pouvoir réactiver un petit peu le fonctionnement et de pouvoir récupérer davantage d'optimisme pour aller de l'avant. Ce sont des thérapies qui sont structurées, limitées dans le temps. Limitées dans le temps, ça ne veut pas dire que ça dure 3 semaines. Ça veut dire qu'il y a un début et une fin. En règle générale, ça peut prendre quand même un temps relativement important en fonction des situations sur lesquelles on travaille. Ce sont des thérapies dans lesquelles dont la collaboration active en permanence entre le thérapeute et puis la personne qui consulte, qui sont non jugeantes, puisqu'il ne s'agit pas de juger de ce qui se passe, mais de plutôt observer ce qui se passe, identifier ce qui fonctionne mal, et puis de pouvoir retrouver des stratégies qui permettent d'aller de l'avant. C'est une thérapie qui est basée sur l'engagement des personnes impliquées, donc ça peut être de la personne qui consulte, du thérapeute qui propose l'intervention, de l'entourage qui gravite autour de la personne, et donc c'est un engagement actif de la part des différentes personnes impliquées, et basé sur les connaissances modernes qui sont validées scientifiquement, qui concernent le fonctionnement humain dans son ensemble. Les 4 points importants, c'est que dans cette thérapie, on va essayer de repérer ce qui pose problème dans la vie de la personne en essayant de prendre un peu de distance, puisque lorsque le fonctionnement devient compliqué, un mécanisme psychologique assez basique qui se passe, c'est que finalement notre horizon de compréhension, de lecture de ce qui se passe se rétrécit, on voit de moins en moins les choses se simplifient énormément, et du coup ça devient compliqué, puisque lorsque les choses sont excessivement simplifiées, et sont un peu déformées par la lecture des choses, davantage de problèmes surgissent. Donc on va essayer de commencer par repérer ce qui pose problème. On va mettre en place une série de stratégies d'outils qui peuvent permettre de
améliorer le fonctionnement dans sa globalité et diminuer les obstacles qu'on aura pu identifier. Et on va également, bien sûr, identifier ce qui marche, fortifier ce qui marche et s'appuyer sur ceux qui fonctionnent encore, comme l'a dit effectivement Benoît Brand tout à l'heure. Même les personnes qui sont au plus mauvais moment de leur vie ont toujours encore des choses qui fonctionnent et qui fonctionnent bien, qu'il s'agit de restaurer et d'utiliser pour pouvoir arriver à déployer des outils nouveaux. Et ensuite, on va constamment s'entraîner à essayer d'agir de manière plus adaptative lorsque les émotions, les pensées et les comportements sont source de souffrance. La base de l'intervention est vraiment sur le fait que la personne se retrouve avec un moment de souffrance personnelle plus ou moins importante. Comme pour tout apprentissage, bien sûr, cela nécessite du temps, de la pratique, des essais, des erreurs, on avance, on apprend de chaque expérience et on a besoin d'être un peu inscrit dans la durée pour pouvoir avancer dans ces apprentissages. Non pas la savane, mais les Big Five de la psychothérapie cognitivo-comportementale, des outils successifs construits au fil des vagues historiques de cette forme de psychothérapie. Il y en a beaucoup, j'en ai extrait, c'est ceux qui pour moi sont les 5 principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle en langage technique la restructuration cognitive, c'est-à-dire s'intéresser à tout ce qui se passe au niveau de la pensée, de la vision des choses, c'est-à-dire le monde de comment je vois, comment je lis ce qui se passe, comment je comprends, comment j'anticipe de manière consciente ou non consciente. Tout le champ de l'action planifiée, c'est une thérapie dans laquelle on va également s'intéresser à construire des expériences, bien sûr dans le bureau, mais beaucoup aussi à l'extérieur du bureau, dans la vie de la personne, en ayant l'occasion de pratiquer et de mettre en pratique toute une série d'outils qui sont mis en forme. On va également s'occuper de la régulation des émotions. La question tout à l'heure, monsieur, concernant l'angoisse, par exemple, typiquement, c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est-à-dire que les émotions que nous avons, qui sont le spectre de la condition humaine, les émotions dans les grandes catégories sont la peur, la colère, la tristesse, la joie, la honte, etc., voilà, font toute partie de notre arsenal d'humain. Et les émotions sont nécessaires à notre vie. Par contre, elles deviennent problématiques lorsque l'une ou l'autre de ces émotions sont soit excessivement activées, soit au contraire pas suffisamment activées dans les circonstances de la vie. Et à ce moment-là, on va s'occuper de faire ce qu'on appelle une régulation. Donc, par rapport à votre question sur l'angoisse de tout à l'heure, je dirais, le problème n'est pas d'avoir de l'angoisse. N'importe quel humain, à des moments dans sa vie, va avoir des angoisses. Ce n'est pas une maladie, mais ça peut le devenir lorsque c'est excessivement présent, lorsque l'intensité est excessivement présente et devient un complicateur du fonctionnement. On va également s'occuper de quelque chose qui est un peu plus récent, mais qui est très important, c'est-à-dire qu'on a beau avoir toutes les thérapeutiques les plus sophistiquées qu'on veut, qu'elles soient médicamenteuses ou psychosociales, on n'arrivera jamais à tout traiter ou à tout régler de manière définitive. Il y a parfois des conditions qui ne peuvent pas évoluer ou ne peuvent pas évoluer suffisamment. Et à ce moment-là, c'est notre faculté adaptative qui va venir être interrogée et qu'on va devoir apprendre à développer comment faire avec ce qui ne peut pas changer ou ce qui ne peut pas changer suffisamment. Et ça, c'est l'adaptation qui peut permettre justement des conditions de rétablissement dans lesquelles on peut trouver également de la satisfaction et du fonctionnement, même s'il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas complètement. Par ailleurs, je pourrais interroger, mais qui d'entre nous ici ou ailleurs, en dehors, dans tout Strasbourg, ou par ailleurs en France ou dans le monde, pourrait dire que tout dans sa vie fonctionne parfaitement? C'est impossible, ça n'est pas possible. Mais on peut fonctionner quand même avec des petites zones qui ne sont pas exactement comme on voudrait. Et je pense que le challenge, il est là, de pouvoir trouver un équilibre entre rétablir suffisamment ce qui peut l'être et faire avec ce qui ne peut pas suffisamment bouger, même si on voudrait que ce soit un peu différemment. Et enfin, le 5e chapitre, c'est vraiment cette notion d'agir en direction des valeurs de la personne et de pouvoir œuvrer pour fortifier les compétences personnelles. Et cette notion très importante, si chère à Maurice Cyrulnik, la résilience, cette capacité à rebondir malgré l'adversité. Il est vrai que tout un chacun n'est pas confronté dans sa vie à la même quantité ou à la même proportion d'adversité. Mais au fond, ce qui est important, je pense, c'est avant tout de réussir à trouver des outils, des stratégies, des accompagnements et des ressources qui permettent le plus possible de pouvoir rebondir malgré les épreuves que la vie peut nous faire traverser. Donc ça, c'est un petit peu les outils.
Si j'ai pris un peu quelques minutes pour vous expliquer tout ça, c'est parce qu'au fond, on les retrouve en filigrane dans la majorité des interventions, pas toutes et tout le temps, mais en tout cas qui sont un peu notre philosophie sous-jacente aux interventions dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais avant de faire ça encore très rapidement, je voulais vous montrer deux schémas qui donnent un petit peu un résultat de la science aujourd'hui qui peut expliquer un peu comment on peut lire le développement de cette maladie, la schizophrénie, avec une lecture plus TCC. Alors, ici, on retrouve un schéma qui montre le fait qu'on a pu établir par de très nombreuses études, y compris de fonctionnement neurobiologique très spécifique, très précises, qu'au fond, on peut trouver l'enchaînement suivant. Là, encore une fois, c'est présenté de façon extrêmement linéaire, ça n'est pas aussi linéaire que ça, mais c'est un souci didactique de vous le présenter comme ça. On retrouve, en amont du développement de cette maladie, une série de caractéristiques neurobiologiques, développementales et biologiques et personnelles qui combinent la présence d'un certain nombre, d'un certain volume limité de ressources cognitives qui sont une combinaison de facteurs à différents niveaux qui se combinent avec différents niveaux de stresseurs, c'est-à-dire de conditions qui mettent de la pression dans la vie de la personne dès le plus jeune âge. C'est quelque chose qui peut commencer à des moments différents, mais chacun d'entre nous, dès le plus jeune âge, est soumis à un certain nombre de stress, dépression, des pressions qui peuvent parfois être des moteurs pour nous mettre d'avancer, mais qui parfois peuvent aussi être des inhibiteurs, des bloquants, des choses qui nous empêchent de fonctionner, qui combinés ensemble, donc ces ressources cognitives limitées et ces niveaux de stresseurs, finissent chez un certain nombre de personnes par constituer un réservoir de ressources cognitives qui est plus réduit que celui chez d'autres personnes et qui du coup deviennent aussi plus compliquées à être intégrées, la capacité d'intégrer les spécificités deviennent aussi plus compliquées. Et ceci a une série de conséquences finalement assez concrètes. D'un côté, ça peut générer ce qu'on peut appeler en langage un peu technique, désolé pour ces mots un peu compliqués, ce qu'on peut appeler des croyances hyper-saillantes, c'est-à-dire que viennent à l'esprit chez tout un chacun, tout le temps, des tas de choses, des tas de pensées qui peuvent venir, sauf qu'il peut y avoir des pensées qui viennent auxquelles on ne prête pas attention, et du coup, peu importe que la pensée vienne, quelqu'un m'énerve, ça m'énerve, il m'énerve, j'ai fait tabasser, la pensée passe, c'est pas grave, ça a pris 10 secondes, il n'y a pas de conséquences avec ça. Mais peut-être qu'une même pensée de ce type-là, ou de notre type, peut venir et traverser mon esprit, ou celui de quelqu'un d'autre, et finalement rester, y avoir cette saillance, avoir cette prégnance, devenir tellement présente dans la tête et elle reste, qui du coup elle prend toute la place. Et là ça peut changer la donne fondamentalement, surtout lorsque cet événement mental très fort peut être combiné avec le fait que cette conviction prend tellement de place que du coup on ne va pas chercher de voir si ce que j'ai eu comme fraction de pensée dans la tête, si finalement ça tient la route ou si ça ne tient pas la route. Je le prends tel quel, je le prends pour fait. Et du coup, ça va être le lit du développement d'un série de symptômes dits positifs, donc on appelle les délires, les hallucinations, toutes ces choses qui sont pas positives dans le sens que c'est super, mais positives dans le sens que c'est de la production excessive par rapport à des activations que d'autres personnes n'ont pas. C'est une manière d'expliquer comment ce type de symptômes peuvent se former et se maintenir dans le temps. Nous avons un autre chapitre qui concerne l'origine de ce qu'on appelle la pensée désorganisée, c'est-à-dire le fait qu'il peut y avoir des personnes qui, à certains moments de la maladie, développent une complication au niveau des réseaux de la pensée et du langage, dans lesquels on se retrouve à ne pas bien communiquer ou avoir de la pensée qui n'a pas une ligne logique compréhensible des personnes qui sont autour d'elle, ou même de la personne elle-même, et qui viendrait de cette limitation de l'intégration des processus de pensée qui sont nécessaires à un fonctionnement plus fluide et plus efficace de la pensée. Et puis ce troisième groupe de symptômes, qui sont ce qu'on appelle les symptômes négatifs, négatifs dans le sens que ce sont les choses qui sont un peu retirées, un peu en moins que le fonctionnement de la personne, un peu l'inhibition dont je parlais un peu avant, qui sont au fond dictées par le fait que lorsqu'on se retrouve avec déjà au départ des ressources qui sont limitées, des stress qui se surajoutent, avec des capacités limitées à intégrer le tout, forcément le peu qu'on a en énergie disponible, en énergie cognitive, on ne va pas l'utiliser trop beaucoup, on va dire ça comme ça. On va plutôt être en mode épargne. Et quand on est en mode épargne, on en fait le moins possible.
Et si on en fait le moins possible, il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus. Et c'est la partie un peu négative des symptômes, au sens que ce sont ces activations qui en temps normal seraient que voilà, un ami m'appelle, ok, alors j'y vais, je vais faire la soirée avec les amis. Ben non, au lieu l'ami m'appelle, c'est du genre, bon, j'y vais pas, je bouge pas, j'arrive pas, je ne ressens pas le plaisir, je ne ressens pas des émotions agréables, je ne suis pas en mesure de faire. Et donc ça, c'est une manière de pouvoir un petit peu expliquer comment on peut arriver à développer un certain nombre de symptômes. Alors voilà, ça c'était un premier schéma, ça s'appelle modèle diathèse stress modifié. Bon, diathèse c'est vulnérabilité, c'est vraiment un modèle assez global, mais que je trouve assez élégant, qui permet d'avoir une représentation schématique sur comment on peut comprendre la structure de ces différents symptômes. Un autre modèle un peu plus opérationnel qu'on peut utiliser, qui est celui développé par l'équipe de Tania Lecomte au Canada, concerne le modèle vulnérabilité stress compétence, dans lequel on peut retrouver un petit peu le même principe que pour l'autre, dans lequel nous avons ici effectivement en amont une constellation de vulnérabilité psychobiologique, bien sûr diverses et variées selon les personnes, qui peuvent se mettre en place au niveau génétique, développemental et ou cognitif, combiné avec des stresseurs. Les stresseurs, c'est quoi? C'est des événements de vie particuliers, ça peut être une série de tracas du quotidien qui vont faire que chacun pris tout seul, c'est pas grand-chose, mais quand on les cumule les uns avec les autres, ça peut devenir vraiment un cumul qui devient insupportable, avec des événements et des environnements qui peuvent être aussi stressants en fonction de ce qui se passe autour de soi. Et puis, très important, nous avons également une longue série de facteurs de protection qui peuvent venir moduler ce premier étage du tableau qui met en rapport la vulnérabilité et les stresseurs. Et ces facteurs de protection sont notés ici, qu'on retrouve un peu dans les choses que Benoît a présentées de la partie précédente, dans lesquelles on retrouve les compétences sociales, le soutien familial et social, les compétences pour être capable de faire face à ce qui est compliqué, la gestion du stress, qui est un facteur central dans le développement et le maintien de beaucoup de symptômes de la maladie, l'estime de soi, qui est également quelque chose d'important. Lorsqu'on a une estime de soi qui est bonne, on arrive mieux à supporter les choses qui sont difficiles. Quand l'estime de soi baisse, on encaisse moins bien les choses qui sont pénibles, et ça fait baisser encore les choses. Donc c'est vraiment un facteur très important de protection. La médication, évidemment, je ne reviens pas sur la conférence du mois passé. Tous ces facteurs mis ensemble vont permettre, selon leur degré de présence ou de renforcement, plutôt faire glisser du côté rouge, plutôt côté rechute, symptômes, problèmes, donc complications dans la vie, ou alors plutôt du côté rémission, fonctionnement, aller et se sentir bien ou mieux. Évidemment, on a tous compris, hein, on va œuvrer tous ensemble pour aider, faire au maximum, pour être davantage sur cette partie-là, sur le vert. On va essayer d'appuyer sur le vert. Déjà, c'est terminé. Je vais accélérer un petit peu. Donc, tout ça pour vous dire que les TCC-P, donc thérapie cognitivo-comportementale P pour psychose, orienté rétablissement, ont cette idée générale qui, au fond, montre que l'idée générale, c'est qu'au fond, dans la maladie, le plus important à viser, c'est le fait qu'elle génère une série d'obstacles dans la vie et dans les projets de la personne. Et que donc, le plus important, c'est de pouvoir identifier, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, quels sont les projets de la personne, et du coup, quels sont les obstacles qu'on peut retrouver sur le chemin, et qu'on va essayer, du coup, de prendre les uns après les autres pour avancer dans le chemin. Et donc, la procédure la plus logique qu'on peut définir dans ce contexte-là, c'est de commencer par définir des objectifs réalistes qui peuvent concerner une série de facteurs différents, définir des objectifs réalistes vers lesquels la personne se sent motivée pour avancer, identifier quels sont les obstacles, affronter, diminuer ou contourner les obstacles avec les stratégies adaptées, soit qui existent déjà, que la personne a déjà développées, soit avec les nouvelles qu'on peut trouver, et puis ensuite faire avec ce qui ne veut pas changer suffisamment en fortifiant les compétences et la résilience, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc ça reste le plan général. Une autre manière de dire la même chose, c'est cette façon de travailler sur les thérapies avec ces trois phases qui, encore une fois, sont à la fois présentées de manière linéaire, mais qui sont chacune en train d'orienter et d'influencer les autres, de pouvoir
quitter ce mode, entre guillemets, mode passion dans lequel on est désespéré, on ne va pas bien, on se sent accablé par tout ce qui se passe et c'est très difficile, et de pouvoir davantage réactiver la sensation d'être de nouveau capable d'être mode adaptatif pour pouvoir retrouver des ressources, retrouver l'expérience de connexion humaine que cette maladie souvent abîme beaucoup et qui est à la base de beaucoup du dysfonctionnement et beaucoup de retrait social très important. Et du coup, de pouvoir par la suite identifier et développer les aspirations de la personne et de pouvoir, à travers des actions planifiées, redévelopper, déployer des outils pour faire face à tout ça. Je passe un peu parce qu'on n'a pas le temps de passer sur les groupes. Donc, les groupes dont je vais vous parler maintenant, ayez en tête qu'ils sont un peu avec cette philosophie dont je vais vous parler en filigrane derrière. Alors, le groupe, pourquoi? D'abord parce que c'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages. C'est bien cet acronyme anglais de team. Team, c'est l'équipe. Le travail en équipe, c'est le travail en groupe, c'est de pouvoir permettre à chacun d'obtenir plus du fait d'être ensemble et d'être à plusieurs. C'est moi cette idée de soutenir le travail commun et de profiter de la présence des autres et de l'expérience commune que chacun peut partager. La schizophrénie, on l'a vu, dresse donc beaucoup d'obstacles dans la vie de la personne. Elle augmente la sensation que le monde extérieur est tout à fait menaçant. Elle pousse à se retirer. Elle fait croire qu'on a moins de valeur. Elle complique la mise en action et diminue le sentiment d'être comme les autres. Ça, c'est des choses que les personnes que je rencontre disent très fréquemment et sont vraiment des obstacles importants. Le fait de travailler en groupe va nous permettre au contraire de pouvoir remettre les personnes en connexion avec d'autres personnes, d'avoir un sentiment d'appartenance, d'avoir la sensation que ce qu'on vit n'est pas si exceptionnel, n'est pas si rare que ça. Beaucoup de personnes, quand elles arrivent au début, elles ont l'impression que ce qu'elles vivent, c'est unique, personne d'autre n'a vécu la même chose. Et en fait, peuvent se rendre compte dans le groupe que non, beaucoup d'autres personnes ont des expériences similaires, ont traversé des expériences similaires et ont trouvé des outils pour aller de l'avant. Et c'est quelque chose qui aide beaucoup pour augmenter l'espoir et l'optimisme. Et du coup, l'idée de pouvoir partager des expériences et des informations est tout à fait centrale. Ça, maintenant, c'est les 5 groupes dont je vais vous parler très rapidement pour vous donner une petite représentation de quelques éclairages qui sont possibles. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Ce n'est pas exhaustif, ce n'est pas les meilleurs, c'est juste quelques-uns parmi ceux que nous on fait et qui sont accessibles. Si on reprend le schéma de tout à l'heure, je vais commencer par ce premier groupe qui s'appelle « À propos de la santé », qui va intervenir donc bien sûr à ce niveau-là du schéma dans lequel on va essayer par ces groupes de pouvoir augmenter un petit peu plus ces ressources cognitives qui viennent empêcher beaucoup le fonctionnement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce groupe? On a 2 cibles. La première, c'est celle de pouvoir permettre aux personnes qui viennent dans le groupe d'améliorer ses connaissances sur la santé. Je vais partager une petite anecdote avec vous. Pendant plusieurs années, ce groupe en fait s'appelait d'abord à propos de la maladie. Parce que l'objectif était effectivement de donner des informations scientifiques, modernes sur la maladie, les symptômes et tout ça, ce qui reste juste et important. Mais finalement, on s'est quand même dit, mais au fond, la maladie, c'est quoi? C'est une des conditions de la santé. Et dans une optique de rétablissement, moi je me dis, si j'étais moi-même en souffrance et je dirais quelque part pour m'occuper de ma santé, même si on parle de la maladie, je me dis, mais en fait c'est de la santé dont je vais m'occuper. Et la maladie est une condition de la santé. Du coup, on a rebaptisé ça, on avait maintenant à propos de la santé, même si au fond dans le contenu, on y travaille les mêmes choses, la dynamique change au niveau de la mentalité qu'il y a derrière. Donc on retrouve cette notion de partager des connaissances sur la santé. Les connaissances viennent des fois de nous, mais des fois viennent aussi des participants, évidemment. Et on va essayer de commencer à dresser quelques pistes pour pouvoir renforcer la santé. Renforcer la santé, on va essayer de faire des pistes pour agir vers la santé. Ce qu'on a construit, c'est un module un peu complexe où on fait de l'alternance de séances d'1 heure avec un petit groupe de patients, où c'est la discussion libre sur les thèmes qui sont proposés par les participants eux-mêmes, sur les choses qui sont importantes pour eux. Ça peut aller vraiment de toutes sortes de thèmes qui concernent la santé, la maladie, la vie sociale, comment on fait, ceci, cela, comment on fait pour se faire des amis, comment on fait pour se réveiller le matin, comment on fait pour reprendre des études, comment on fait quand on va de nouveau moins bien, comment on fait quand on va de nouveau mieux et que du coup on change un peu dans les perspectives. Et toutes ces questions qui sont tout à fait ouvertes, on essaye de discuter ensemble. Et puis on alterne avec des modules thématiques qui sont actuellement articulés entre 1 et 4 séances d'1h30, avec un groupe un peu plus large, sur des thèmes ciblés, soit qui sont portés par nous,
soit qui sont portés par des invités extérieurs spécialistes qu'on invite pour l'occasion. Et ça peut être sur toutes sortes de thèmes. Pour vous donner des exemples, on a récemment invité un dentiste, on va inviter dans 2 semaines un gynécologue qui vient parler de la santé au féminin. On a invité Jean Blond, il vient de faire le dentiste, on a le gynécologue, là j'oublie. Oui, on a eu un médecin généraliste spécialiste des questions de santé, de métabolisme et de poids, qui sont des questions importantes. Nous avons des questions autour de l'alimentation, au niveau de la gestion du stress, au niveau de la gestion du sommeil, au niveau des prises de médicaments. On a des modules spécifiques qui s'appliquent à ces différentes thématiques. Donc on a toute une panoplie de thèmes disponibles, et puis en fonction de nouvelles questions, on peut en développer des nouveaux. Donc c'est quelque chose d'extrêmement ouvert et nouveau, qui bouge avec le temps et qui s'articule avec vraiment ces différents moyens de psychoéducation, de discussion libre, alternée, avec des échanges d'informations et d'expériences, avec des outils stratégiques qui sont aussi parfois présentés, entraînés et discutés ensemble, et avec les pratiques d'exercice possibles. Donc on a vraiment une palette assez large. Ça reste assez généraliste, mais en même temps c'est assez ciblé aussi en fonction des besoins des participants eux-mêmes. Les thèmes les plus fréquents sur lesquels on travaille, ce sont bien sûr la santé physique et psychique, sur comment aller mieux, comment se rétablir, comment identifier et utiliser ses forces et comment diminuer les obstacles. Et puis aussi en fournissant de l'information sur les aides disponibles. On a fait effectivement il y a 2 mois en arrière avec notre ergothérapeute et une interne en médecine du travail, une présentation sur 2 séances d'1h30 sur le lien entre santé, maladie et reprise de travail. Je ne sais plus la personne de la mission des cadres dans la salle, mais voilà, il y avait beaucoup d'informations sur les ponts possibles pour les formations disponibles et toutes les aides possibles qui existent dans différentes structures. On a l'action sociale viendra parler des modes de logement et d'habitat, on a des questions du travail, des activités diverses, de loisirs, d'intérêts divers et variés qui sont disponibles. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important, et c'est une alternance de séances d'1 heure ou d'1h30 en fonction si c'est des petites discussions entre le petit groupe ou si c'est un groupe plus grand, quand c'est des thèmes avec des invités. Voilà, ça c'est un premier groupe qui a une notion générale sur l'abord de la santé. Un deuxième groupe qui est toujours sous ce même niveau ici, dans cette question de augmenter les ressources et la capacité à intégrer les ressources possibles, c'est un groupe avec un acronyme un peu bizarre, TOM-REMED. Qu'est-ce que c'est? C'est un groupe donc, de remédiation sur TOM, c'est l'acronyme anglais pour Theory of Mind, donc la théorie de l'esprit. Et donc c'est effectivement un groupe qui cible les compétences en théorie de l'esprit, c'est-à-dire cette aptitude à pouvoir être capable de prévoir ou d'expliquer ou d'imaginer pourquoi les personnes qui sont face de nous font et disent ce qu'elles font ou elles disent. Chez beaucoup de personnes qui souffrent de psychose ou de schizophrénie, comme chez d'autres conditions de santé, on retrouve une altération de cette capacité à avoir une représentation relativement précise finalement de pourquoi les gens font et disent ce qu'ils font. On se rend compte avec ce module que finalement beaucoup de personnes et beaucoup de participants se retrouvent avec des représentations de pourquoi les gens disent et font ce qu'ils disent et font qui sont très différentes des nôtres, et qui du coup c'est un peu comme si à un certain moment on vivait dans des mondes qui ne sont pas les mêmes que nous et qui sont à la source de incompréhension quotidienne dans les moments les plus à la source de complications de la vie quotidienne. Et la façon qu'on a de travailler ça est articulée sur un programme, celui-ci fermé, de 12 séances de 2 heures, avec un groupe d'environ 5 à 8 personnes, où on travaille dans chaque séance avec une alternance de méthodes. Pendant 1 heure, on regarde un extrait de film de la cinématographie française qui dure une petite minute, donc un extrait assez court, 1 minute, qu'on va regarder beaucoup de fois ensemble, pour essayer de dénicher finalement dans l'échange quels sont les indicateurs au niveau des mots utilisés, des gestes, des actions, des intonations, les choses qui sont évidentes, les choses qui sont un peu plus difficiles à décoder, des intentions du personnage pour comprendre pourquoi le monsieur il tape sur la table à main à ce moment-là, ou alors pourquoi le monsieur a l'air pressé de cacher une personne dans la salle de bain. Il y a des petites scénettes comme ça qu'on regarde et qui nous permettent de commencer à développer une compréhension tous ensemble de qu'est-ce qui s'est passé dans la scène et pourquoi le personnage a dit ou fait ce qu'il a dit ou fait. Et
Ça a l'avantage de se baser sur des extraits de films. C'est du cinéma français, donc il y a des films avec Daniel Auteuil, avec Sabine Azema. C'est pas des scènes que nous avons inventées, c'est des extraits de films qui représentent des scènes finalement assez courantes, qui ont l'avantage de nous permettre vraiment de regarder la scène plein de fois. Et on a vraiment le script, on a de la vision cinématographique, on a tous les détails sous les yeux qu'on peut regarder plein de fois. Mais par contre, le désavantage, c'est que ce n'est pas la vie des patients. Donc, on a l'avantage d'avoir le script et l'image, mais on n'a pas, c'est pas une vraie situation de la vie. Mais ce qu'on fait pour compenser ça, c'est que la deuxième heure, on fait la même chose avec une situation comme participant même de sa vie à lui. Donc bien sûr, on n'aura pas de film, parce que les patients ne filment pas leur quotidien, mais en tout cas, voilà, c'est l'extrait de ce qui s'est passé. Ils nous racontent ce qu'ils ont vécu, mais c'est le même type de situation. Et là, on n'a pas le film, mais par contre, c'est leur vraie vie et c'est leurs vraies implications au quotidien. Et ça va nous permettre d'utiliser la même procédure, de pouvoir essayer d'imaginer pourquoi le père il a dit ça, pourquoi le voisin il a dit ça, pourquoi le copain il n'a pas fait ça, etc. Et tout. En imaginant des hypothèses qui nous donnent des explications pour comprendre la scène, et on les travaille ensemble pour avoir des éléments qui nous permettent de décider finalement si raisonnablement c'est plutôt probable que c'est pour ça ou plutôt pas trop probable que ce soit pour ça. Et de pouvoir apprendre à faire le tri par rapport aux hypothèses qui peuvent être générées entre celles qui semblent pertinentes et celles qui ne le semblent pas. Donc on a comme ça cet appui assez intéressant. Donc c'est un outil qui est développé avec Versailles, avec l'équipe de Nadine Blazin, qui permet d'alterner entre qui sont précises parce qu'on peut tout bien regarder, mais ce n'est pas exactement le quotidien de la personne, et des situations dont on n'a que le récit à apporter, mais qui concernent vraiment le fonctionnement quotidien. Et en mettant les choses en rapport, au bout du processus, les personnes acquièrent vraiment un modus de lecture un peu plus précis sur cette lecture intentionnelle qui est à la base du programme. Donc l'idée, c'est que dans ce programme qui dure 12 séances et qui est un programme fermé, puisque c'est une succession d'apprentissages qui sont faits, on va essayer de progressivement prendre conscience qu'il peut y avoir plusieurs manières de comprendre une même scène, et qu'on va essayer de chercher celle qui est finalement la logique commune pour le plus grand nombre, et qui peut être celle qui est la compréhension la plus commune de la scène pour être dans quelque chose de socialement soutenu. On va le faire à plusieurs dans le groupe. C'est un groupe très sympa, je le fais régulièrement, c'est un groupe qui est très sympa. Un troisième groupe que nous avons également qui travaille sur cet aspect de ressources cognitives et de capacités intégrées, c'est ce qu'on appelle la cognition quotidienne. Donc ça revient directement à une des questions qu'il y avait tout à l'heure sur comment on fait pour travailler lorsque on a des troubles cognitifs. Donc effectivement, on l'a développé avec un groupe de collègues du Centre Expert Schizophrénie de la Fondation Fondamentale basée à Paris, mais avec différents centres basés en France. Donc j'ai participé activement à la construction de ce projet qui était construit sur un projet canadien d'une collègue Elisabeth Tournet en 2006. Donc on essaie d'améliorer le fonctionnement cognitif de la vie quotidienne des personnes qui se retrouvent avec des difficultés à différents niveaux, où on va faire un entraînement spécifique avec vraiment un travail sur l'explication, la pédagogie au niveau des mécanismes impliqués qui font défaut. On va essayer de s'entraîner dans des stratégies de compensation et d'adaptation sur les fonctions qui sont en difficulté, avec l'introduction de l'externe et des pratiques dans la séance et hors la séance, ciblées sur la mémoire prospective. La mémoire prospective, c'est quelque chose d'extrêmement important. L'utilisation de l'agenda, c'est important. Pourquoi ? Parce que si on ne planifie pas notre temps, et on ne sait pas que si le lundi j'ai 4 activités, plus rien pendant les jours, ça ne peut pas fonctionner. Comment je vais avoir l'énergie de me lever le matin? Lève-toi à 8h, mais pour faire quoi? Si j'ai rien à faire, pourquoi je me lèverais? Mais alors, quel est l'intérêt? Si j'ai quelque chose à faire dans la semaine, pourquoi les mettre tout le lundi? Je mettrai le lundi, le mardi, le mercredi, etc. J'ai besoin de toi demain. Introduire des outils aussi simples que par exemple l'utilisation d'un agenda, la planification du temps. Les mémoires prospectives, ça veut dire se représenter comment je vais organiser les choses dans le temps qui va venir, ça peut être pour le reste de la journée, pour demain, pour le reste de la semaine, pour le mois suivant, etc. Donc on va introduire des outils simples, mais qui sont souvent mal utilisés ou pas utilisés ou plus utilisés, et qui du coup vont être utiles pour pouvoir reprendre un fonctionnement petit à petit plus fonctionnel. On va également adresser ce qu'on disait avant, les questions intentionnelles, donc la vigilance, la capacité à pouvoir être en mesure de suivre une conversation, de suivre une activité, puisque ce sont les deux versants
premiers pour lesquels c'est important de pouvoir reprendre un bon fonctionnement. La vie de tous les jours, la vie sociale qui est à la base de tout. Si je ne suis pas en mesure pendant 5 minutes de suivre une conversation, qu'est-ce que vous voulez que je puisse développer comme activité pour la suite? Ça ne va pas être possible. Donc on a de l'entraînement par rapport à ça, pour avoir des outils très pragmatiques, très simples, et qui permettent à la personne d'avoir des indicateurs supplémentaires pour être un peu meilleur, voire bien meilleur, dans la capacité à suivre une conversation. L'exemple récent d'un patient lors du dernier groupe que nous avions fait, qui en fait était convaincu que, comme il avait des phénomènes mentaux qui le distrayaient beaucoup, il n'arrivait pas à suivre les conversations, il était tout le temps distrait. Et du coup, il ne comprenait rien de ce qui se passait, mais il n'osait pas dire « s'il te plaît, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, est-ce que tu peux me redire, ou bien est-ce que c'est bien ça dont tu parles ?» Il pensait que ça allait être mal pris. Et le fait de réaliser qu'en fait, non, ça va très bien, au contraire, c'est très intéressant dans une discussion si quelqu'un dit « j'ai pas bien compris, aide-moi à comprendre », ou bien « est-ce que c'est bien ça que tu veux dire ?» et que du coup, ça montre qu'on est intéressé, du coup, ça montre qu'on est impliqué, du coup, l'autre est très content et ça se passe très bien. Par les simples choses de ce type-là, la personne a pu récupérer le plaisir d'être en contact avec les autres et retrouver le plaisir d'être en contact et du coup de pouvoir davantage interagir avec les autres. Il y a eu une vraie différence pour lui avant et après le travail sur ce type de stratégies qui sont vraiment intéressantes. Apprentissage et mémoire, bien sûr, l'organisation dans le temps, dans l'espace, l'organisation de sa chambre, de ses affaires administratives, comment on rend les choses dans le frigo, les choses même des fois très simples qui sont par moments rendues compliquées par les symptômes et par les complications de la maladie. Et puis ce grand chapitre sur la flexibilité, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir un petit peu être capable de modifier une idée, de modifier une vision des choses, de pouvoir prendre en compte des informations qu'on n'a pas l'habitude de prendre en compte, parce que même si on a des très bonnes idées, des fois les bonnes idées peuvent aussi venir des autres et que c'est important de pouvoir au moins les considérer et puis après choisir laquelle est la plus intéressante et ne pas décider à l'avance. Donc toutes des choses comme ça qui sont très importantes. Donc on a ce programme qui a été développé sur 13 séances de 2 heures qui a fait un travail assez spécifique, limité puisque c'est que sur 4 mois, mais en même temps c'est déjà effectivement mieux que rien en termes de fournir des outils et réenclencher des choses pour les personnes en difficulté. Un 4e groupe, je vais un peu vite et après comme ça on pour la discussion. Un 4e groupe que celui-ci s'applique plutôt, on va dire, à ce niveau-là de ce modèle, qui est le groupe MCT. Et le groupe MCT, ça vient de l'acronyme anglais Metacognitive Training, donc entraînement à la métacognition, qui, je veux dire, à Strasbourg, comme ça, entraînement à la métacognition, ça ne veut pas dire grand-chose pour la plupart des gens. Et puis MCT encore moins, pour ça veut rien dire. On a réfléchi avec les patients pendant au moins 2 ans sur comment mettre cet acronyme de façon qu'on comprenne de quoi on parle. Les patients ont proposé cette formulation qui était mieux comprendre dans sa tête, c'est-à-dire pouvoir réfléchir aux mécanismes de la pensée qui sont biaisés. Alors attention, les mécanismes de la pensée sont biaisés, mais pas dans la schizophrénie, ils sont biaisés dans l'être humain, chez tout le monde. On a tous des biais de la pensée qui nous font voir les choses sous un angle des fois un peu déformé. Ce qui est vrai par contre, c'est que dans certaines conditions de santé, ou de maladie, de santé, on se retrouve à avoir des lectures qui sont particulièrement biaisées ou certains biais qui reviennent plus fréquemment ou qui sont plus puissants et qui du coup compliquent beaucoup la lecture des situations. Donc ce qu'on fait dans ce groupe, on a 18 séances qui durent 1h15, on va passer beaucoup de temps à effectivement transmettre des connaissances actuelles sur les recherches et sur le fonctionnement humain de la pensée qui est fréquemment victime de biais de lecture un peu déformés, pour augmenter la conscience que ces biais cognitifs, nous en avons tous, mais qui, dans les conditions de la maladie, peuvent être augmentés et du coup aggraver encore d'autres facteurs de communication avec les autres personnes ou de lecture de ce qui se passe dans sa vie. Et donc on a beaucoup de vignettes, d'exercices ludiques qui permettent d'envisager des stratégies alternatives et qui permettent de mieux comprendre les mécanismes et de pouvoir un petit peu dédramatiser des expériences très pénibles que les personnes ont souvent, qui sont dues à leurs symptômes et qui sont dues à ces biais, mais qui sont simplement perçues comme étant quelque chose de très handicapant ou de très anormal, alors qu'en fait ce n'est pas si anormal que ça, c'est simplement très extrême ou très fort à certains moments, avec beaucoup de conséquences, mais sur un mécanisme qui au fond est partagé par beaucoup d'humains, par nous tous. Voilà, donc c'est quelque chose qui, une fois que ça s'améliore, je vous garantis que 18 séances, 1h15 sur ces mécanismes, à la fin on a vraiment un peu
même les personnes qui sont très réticentes au départ finissent par bien comprendre de quoi on parle et les exemples sont assez parlants. Et donc on le retrouve pour une partie d'entre eux en tout cas. Pas forcément une amélioration d'un fonctionnement social, mais en tout cas une meilleure compréhension de la présence de ces mécanismes et de l'impact que ça peut avoir lorsqu'on n'est pas attentif à comment ça vient déformer les choses. Je ne vais pas détailler ici, j'ai beaucoup de téléphones, beaucoup de photos sur le contenu, vous trouvez aussi sur Internet les contenus si besoin. Donc ça, c'est un peu les thèmes qu'on traverse. Donc c'est sauter aux conclusions, par exemple, typiquement, c'est quelque chose de très très fréquent. Mais beaucoup plus souvent, en cas de maladie, les personnes ont tendance à sauter très vite aux conclusions sur la base de très très peu d'informations, très très peu d'éléments. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui nous pousse à avoir des lectures qui sont finalement très, on va dire, au moins très imprécises pour ne pas dire fausses, très souvent, et que du coup, c'est très handicapant. L'idée, c'est de pouvoir davantage être capable de réaliser que ces conclusions sont excessives souvent et que du coup, elles nous rendent plus mauvais service que nous être utiles. On travaille sur l'empathie, sur la possibilité de pouvoir changer les croyances, de pouvoir travailler sur l'estime de soi. On travaille beaucoup aussi sur la question des préjugés venant des autres, mais aussi des phénomènes qu'on appelle d'autostigmatisation, c'est-à-dire lorsqu'on intériorise le fait qu'on entend dire voilà, le schizophrène il est comme ci, il est comme ça, des tas de choses affreuses qu'on voit dans la presse, qu'on voit dans les films, qu'on entend beaucoup, mais non, ce sont toujours des personnes. Moi, j'ai travaillé avec des personnes avec des caractéristiques personnelles, avec des moments de vie difficiles, qui sont face à des choses compliquées, et qu'on essaie de pouvoir aider à se relever lorsque les choses sont trop compliquées, de le faire ensemble pour pouvoir réaugmenter l'estime de soi, faire baisser les préjugés qu'on a envers soi-même et qu'on a envers les personnes malades, augmenter l'humeur et de pouvoir diminuer l'impact de ces biais cognitifs. Et enfin, rapidement encore, dernier groupe dont je vous parle là, le groupe PEPS. Là par contre l'acronyme il parle de lui-même en français, le groupe PEPS en français. Avoir des PEPS, c'est avoir de l'énergie, c'est avoir des étincelles, c'est de l'énergie et tout ça. Le PEPS c'est aussi un acronyme anglais. Positive Emotion Program for Schizophrenia, alors en français c'est programme pour les émotions positives dans la schizophrénie, mais en fait c'est quoi? C'est un groupe dans lequel on cible justement ce côté négatif, ce côté où les émotions sont plus éteintes, où les personnes sont démotivées, se retrouvent avec cette difficulté à pouvoir être en mesure de sentir l'envie de faire les choses, d'être capable de savourer ou de profiter d'un petit moment sympathique, puisque de toute façon le reste ça ne va pas, alors c'est même pas la peine qu'ils profitent de ça, et du coup c'est de pire en pire. Donc ce qu'on fait dans ce programme, c'est qu'on va œuvrer pour augmenter les expériences agréables, donc apprendre à les détecter celles qui sont déjà présentes, essayer de les déployer, de les faire multiplier, de rajouter d'autres occasions d'avoir des expériences agréables, même si elles sont petites. Chaque expérience agréable, même petite, elle est valable et on va attacher de l'importance à la savourer quand elle se présente, à l'anticiper à l'avance, de savoir, tiens, il va y avoir un truc, ça va, je vais voir Jean-Paul ce soir, ça me fait plaisir, donc je savoure déjà à l'avance, je savoure quand je suis là, et puis encore après coup, surtout en parlant avec les autres, je vais prolonger mon plaisir en partageant tout ça. Donc on a des outils où on essaye de stimuler cette question qui est très importante, et en parallèle de ça, on s'attaque aussi donc à faire ce qui est quelque chose qui empêche beaucoup le développement de ces expériences agréables, qui sont ce qu'on appelle en langage technique des pensées défaitistes. Dans le mot défaitiste, il y a le mot défaite. La défaite, c'est quand on pense qu'on n'y arrivera pas, qu'on a perdu, qu'on est un loser, et que du coup, ça ne marchera pas. Donc, on essaie dans ce groupe à la fois d'adresser ces pensées qui sont décourageantes, de les moduler pour les rendre plus réalistes et de pouvoir les intégrer autrement à ce qui se passe, et de pouvoir permettre de laisser de la place également aux expériences agréables. Voilà. Donc là, c'est un programme sur 9 séances qui dure 1h30, qui est construit sur justement cette notion de pouvoir à la fois diminuer ce qui est comme ça rendu plus apathique, gérer ce qui est défaitiste, anticiper et maintenir le plaisir, profiter de ce qui est bon quand c'est là, et autre chose d'important, comme c'est fréquemment le cas, les personnes se retrouvent avec des éléments parasites, essayer de voir comment gérer les éléments parasites pour continuer à profiter quand même de ce qui peut l'être, même si tout n'est pas parfait au moment où on est en train de traverser des phases difficiles, et peut-être surtout dans ce moment-là. Voilà, tout ça c'était pour vous montrer un petit peu, au fond, avec des outils qui sont ciblés sur des questions très spécifiques. Chacun pris tout seul peut donner un certain aide. Quand ils sont pris en réseau,
ça peut potentialiser les interventions et ça peut permettre d'avancer sur le cheminement de rétablissement présenté par Benoît Brun avant moi, pour pouvoir avancer dans l'idée de pouvoir avoir des objectifs, d'identifier les obstacles. Si l'obstacle, c'est par exemple le fait d'être très en difficulté dans les relations sociales, on va peut-être davantage cibler un groupe comme Tom Remède qui va travailler spécifiquement la question de comment on se représente les intentions des gens autour de nous. Si la personne est davantage en difficulté, peut-être sur des questions comme mémoire, attention, concentration, organisation, on va peut-être commencer par un groupe comme ça, qui va donner des outils de fonctionnement au quotidien, et on va essayer de combiner pour trouver quel est le meilleur outil parmi ceux qui sont disponibles au meilleur moment. Puisque même quand les groupes sont chouettes, ils ne sont pas chouettes pour toutes les personnes et pas chouettes à tout moment de leur trajectoire. Donc j'avais déjà d'être un peu, de trouver dans la ligne du temps comment interagir au mieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, pile, je ne sais pas quelle heure on doit faire ces slides, en tout cas, s'il y a des questions. Vous avez pas parlé de la thérapie Avatar et des bénéfices de l'activité physique et de la thérapie de la schizophrénie. Oui, il me faudrait des heures supplémentaires pour parler de tout ça, évidemment, oui, bien sûr. Je vous ai bien dit que ce n'était pas exhaustif. Oui. Alors, on peut peut-être le mettre au programme d'une prochaine conférence. Peut-être rapidement, la thérapie d'Avatar, c'est une thérapie technologique très chouette qui a été développée en Angleterre dans l'équipe de Julian Leff et qui propose la mise en place, la création d'un avatar informatique, des voix hallucinées, des visuels et des voix hallucinées par le patient, donc des questions des voix acoustico-verbales, des hallucinations acoustico-verbales de la persona, qui sont concrétisées dans un avatar informatique, et par un travail de va-et-vient avec l'ordinateur, avec le thérapeute, avec le patient, l'idée c'est de pouvoir apprendre à domestiquer le dialogue avec ses voix et de pouvoir petit à petit reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir sur le fait que, au fond, la détresse principale qui est générée par les personnes qui entendent des voix, c'est pas tellement le fait qu'elles entendent des voix, c'est le fait qu'il y a cette idée que ces voix sont extrêmement puissantes et elles nous imposent des tas de choses qu'on ne veut pas. Le vrai souci vient de là, et cette thérapie aide à pouvoir aider la personne à récupérer la possibilité d'être elle, celle qui gère, et qui dit ah, non, je ne m'aide pas avec ces questions, je ne mérite pas d'être AVC de cette façon. Voilà. Merci. J'aurais voulu savoir d'abord où s'adresser pour savoir quel atelier convient à tel ou tel enfant. Très concrètement. Alors, si je vous ai présenté ces 5 groupes-là, c'est pour une raison simple. D'une part, c'est parce que c'est des groupes que je connais bien, puisque je les fais et je les pratique, mais aussi c'est parce qu'on a développé avec le professeur Bernard dans notre service cette idée que ces groupes qui sont prioritairement été construits pour les personnes qui sont suivies dans notre hôpital de jour, mais qui puissent être également ouverts à des personnes qui ne sont pas suivies chez nous, parce qu'évidemment, il reste des places. Alors, si j'en parle aussi, c'est justement parce que on va venir. Si j'ai vous parler de l'avatar, c'est très sympa, mais moi je ne pratique pas cette thérapie, je n'ai pas cet outillage, donc c'est hyper sympa, c'est bon à connaître, mais je ne peux pas vous la proposer. Pour ces groupes, il y a bien sûr des possibilités pour venir, il y a des places. Les portes d'entrée, c'est, par exemple, on parlait avec nous, de nous adresser la demande. Si ce n'est pas pour les personnes qui sont déjà suivies chez nous, l'idée générale, c'est quand même qu'il y ait un contact aussi avec le médecin traitant qui puisse être au courant de cette indication et d'être d'accord sur le principe, il peut y avoir cette collaboration sur un projet spécifique, et puis après on peut discuter ensemble de voir quel est le meilleur groupe, à quel meilleur moment et tout ça, sachant que si c'est des personnes que nous on ne connaît pas, on ne va pas être toujours en disponibilité immédiate de pouvoir rencontrer pour pouvoir établir quel est le meilleur moment pour quel groupe, etc. Donc, oui, la bonne nouvelle, c'est que oui, il y a de la place, oui, on peut accueillir les personnes extérieures. La moins bonne nouvelle, c'est que c'est pas non plus juste on appelle, hop, il y a une place, vous venez, parce qu'il faut que ça tombe au bon moment pour la bonne personne pour que ça serve à quelque chose. Le groupe, il n'est pas bon en soi, il est bon au bon moment pour la bonne personne. Oui, monsieur? Non, il est parti. Oui. Comment ça se passe? Comment vous les recrutez, vous les accueillez comment? Ils viennent d'eux-mêmes? On les accueille très bien. Non, ça c'est... Non,